Cela s'est produit le soir du Nouvel An 2017. Je viens de l'Ohio, juste à l'extérieur de Cleveland, et je rentrais chez moi après avoir terminé un semestre à l'université de Rochester. J'ai dû rester à l'école une semaine après la fin du semestre pour des raisons personnelles. J'ai donc malheureusement passé Noël relativement seul. Le vol en lui-même s'est bien passé, mais j'étais déjà de mauvaise humeur avant même de monter à bord de l'avion. Je suis un grand fan des Browns et, alors que j'étais à l'aéroport, les Browns ont perdu leur dernier match de la saison régulière sur un score de 0-16, sans aucune victoire. En tant que fan de longue date, c'était une sorte de misère particulière. Je pense que nous avons été la première équipe à ne pas gagner depuis les années 80 ou quelque chose du genre. Pour couronner le tout, mon vol a été retardé, ce qui a ruiné les projets de ma famille pour la nuit. À l'origine, nous étions tous censés nous rendre ensemble en voiture chez mon cousin pour une fête de réveillon du Nouvel An et y passer la nuit. Mais à cause du retard, mes parents ont décidé de partir plus tôt en prenant la voiture principale. J'étais coincé à conduire seul la voiture de rechange. Ma mère a essayé de me rattraper en laissant Vert, notre Golden Retriever, derrière elle pour me tenir compagnie. Je n'étais pas ravi de faire le voyage en solo, mais Vert était toujours en bonne compagnie. Je pensais que j'en profiterais au maximum. Au moment où mon Uber m'a déposé à l'aéroport, il était presque 10 heures. Je n'ai même pas pris la peine de déballer. J'ai juste mis toutes mes affaires dans la voiture. J'ai récupéré Vert, j'ai fermé la maison à clé et j'ai pris la route. Le trajet en lui-même n'avait rien de spécial. Juste des kilomètres de route secondaire de l'Ohio, serpentant à travers des champs vides et des parcelles de forêt. Il n'y avait pas beaucoup de neige au sol, juste une légère couche de neige, ce qui était bien puisque je détestais conduire dans la neige. Mais il faisait noir comme du sang. La seule lumière provenait de mes phares et d'une ferme occasionnelle avec la lumière de son Porsche qui brillait faiblement au loin. Vers la moitié du voyage, Vera a commencé à pleurnicher. Au début, je pensais qu'elle voulait juste de l'attention, mais ensuite elle s'est levée et a fait les 100 pas sur le siège passager. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle devait aller aux toilettes. J'ai gémi, sachant que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre que de m'arrêter. La prochaine clairière que je rencontrais était petite, à peine assez d'espace pour la voiture, mais cela suffirait. Je me souviens avoir remarqué à quel point il faisait sombre là-bas. Sans les taches de neige blanche ici et là, je n'aurais probablement pas pu voir du tout dans les bois. J'ai mis mes mains dans mes poches et j'ai fait de mon mieux pour ne pas mourir de froid. Vert ne semblait pas se soucier du froid ou de l'obscurité, un Golden Retriever classique. Je l'ai laissée sortir, sans même prendre la peine de la tenir en laisse. Elle renifla à la lisière des arbres, prenant son temps. Elle n'est pas allée très loin, juste assez pour vaquer à ses occupations, et c'est là que je l'ai entendue. Tout à coup, un grand bruit de fracas résonna quelque part dans les bois. Ce n'était pas seulement une branche cassée, c'était plus lourd et délibéré, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait à travers les arbres. J'ai littéralement sauté à cause du bruit. Imaginez un homme adulte courant à travers la forêt. C'est vraiment à cela que cela ressemblait. J'ai scruté l'obscurité, plissant les yeux pour distinguer quoi que ce soit, mais il faisait trop sombre pour voir au-delà des premiers arbres. Avant que je puisse réagir, Vert s'est précipité directement dans les bois. C'était le pire cauchemar, je vous le dis. Elle a disparu dans les arbres et je l'ai perdue de vue en quelques secondes seulement. J'ai crié son nom encore et encore, mais elle n'est pas revenue. À ce moment-là, mon cœur battait à tout rompre et j'avais du mal à respirer. Le froid n'a pas arrangé les choses. Je ne pouvais pas la laisser là-bas. Ce n'était pas une option. Sans réfléchir, j'ai couru aveuglément dans les bois, lui criant de revenir. Je ne voulais pas penser à ce qu'elle poursuivait, alors j'ai juste couru, laissant l'adrénaline prendre le dessus. La seule lumière pour m'aider était la faible lampe de poche de mon téléphone et la fine couche de neige au sol. Il faisait si sombre que je courais pratiquement dans les arbres. J'ai continué à courir,
priant pour la retrouver avant qu'elle ne rattrape ce qu'il y avait là-dedans. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons lâchent à cause du froid, m'obligeant à faire une pause après avoir failli tomber d'épuisement. Je m'appuyais contre un arbre et me sentis sur le point de m'effondrer. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Et puis finalement, je l'ai vue. Elle était accroupie et frissonnante, marchant lentement vers moi. Sa queue était bien serrée entre ses jambes. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant. Je me suis mis à genoux et je l'ai embrassée. Le soulagement m'envahit. Elle se pressa contre moi et je sentis son corps trembler. Quelque chose l'avait terrifiée. C'est à ce moment-là que je suis revenu à la réalité et que j'ai réalisé à quel point la situation était grave. Nous étions toujours au milieu des bois et il y avait encore quelque chose dehors. Je me suis levé de ma position et j'ai dit à Vera de me suivre. Cette fois, elle a obéi et est restée à mes côtés comme si sa vie en dépendait. Nous sommes retournés à la voiture, mais je ne savais pas si j'allais dans le bon sens. Comme si les choses n'étaient pas assez graves, j'ai failli sursauter quand j'ai entendu un bruit derrière moi. Je n'y ai pas pensé, j'ai juste commencé à courir. Ver s'est précipité devant moi et je l'ai suivi, priant pour ne pas trébucher. Le bruit du fracas ne s'est pas arrêté. Cette fois, on aurait dit qu'il nous suivait. Je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai eu peur à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Par miracle, Ver m'a ramené directement à la voiture et je l'y ai pratiquement jeté à l'intérieur avant de claquer la portière. Alors que je sautais sur le siège du conducteur, j'ai jeté un coup d'œil vers les bois et mon estomac s'est effondré. Il y avait 3 silhouettes debout à l'orée du bois qui nous regardaient. J'ai coincé les clés dans le contact et je suis parti de là. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai même pas ralenti. J'étais encore sous le choc. Ce n'est qu'après avoir parcouru quelques kilomètres que j'ai remarqué que Ver saignait. J'ai commencé à paniquer en réalisant qu'il y avait une coupure juste en dessous de son omoplate. Quelqu'un l'avait poignardé. J'ai freiné brusquement et j'ai contourné la voiture jusqu'au coffre. Ma mère avait toujours une trousse de premiers secours dans chaque voiture et, pour une fois, son insistance à être trop préparée a porté ses fruits. J'ai nettoyé la coupe de verre du mieux que j'ai pu et je l'ai enveloppée dans de la gaze. Elle gémissait et j'avais peur de lui faire du mal, mais je savais que je faisais la bonne chose. Pour la première fois depuis le début de toute la séquence, je me sentis commencer à me détendre. C'était fini. J'ai essayé de ne pas y penser pendant le reste du trajet, mais j'étais tellement choqué que quelque chose comme ça m'arrive. J'ai fini par ne rien dire à mes parents ou à mes proches. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste comme une de ces choses que l'on garde pour soi. Ce que je m'apprête à vous dire est une chose à laquelle je pense encore souvent, surtout à cette période de l'année. Cela s'est produit le soir du Nouvel An, il y a quelques années. Je me rendais en voiture chez mes parents pour fêter la nouvelle année avec eux. Ils habitent à quelques heures de là, dans le nord de l'État de Pennsylvanie. Alors j'étais parti en fin d'après-midi, pensant que j'y arriverais avec suffisamment de temps libre. Le trajet était censé être simple. Je suis du genre à aimer vraiment les longs trajets, donc un trajet agréable et paisible me donnerait le temps bien mérité pour réfléchir. Mais la météo avait d'autres projets. La neige a commencé à tomber environ 1 heure après le début de mon trajet. Au début, il faisait clair, juste des averses de neige époussetant le pare-brise. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pensais-je. Les chutes de neige étaient en fait assez jolies, mais je suis presque sûr que je me suis fait un mauvais sort. Plus j'avançais, plus la neige tombait fort. Il n'a cessé de tomber et de tomber jusqu'à ce que je sois littéralement au milieu d'un blizzard honnête, envers Dieu. L'autoroute est devenue glissante et la visibilité est devenue presque nulle. Ma voiture, une petite berline, n'est pas vraiment géniale dans la neige. Alors quand les pneus ont commencé à glisser, même sur les plus petites collines, j'ai su que je devais m'arrêter. Cela ne servait à rien de risquer ma vie.
C'était de ma faute si je n'avais pas mieux planifié le trajet. J'ai trouvé un endroit sur l'accotement suffisamment éloigné de la route pour éviter les voitures qui croisaient, même s'il n'y en avait pas beaucoup. J'ai envoyé un texto à mes parents au sujet de ma situation et ils semblaient malades d'inquiétude. J'ai essayé de les rassurer sur le fait que tout irait bien, mais honnêtement, je n'en étais pas trop sûr moi-même. J'ai pensé que j'attendrais la fin de la tempête, en espérant qu'elle s'atténuerait, mais la neige ne s'est pas calmée. En fait, la situation n'a fait qu'empirer à partir de ce moment-là. Il n'arrêtait pas d'arriver, s'entassant autour de la voiture et sur la route. Après environ 1 heure, il est devenu clair que je n'irais nulle part cette nuit-là. Mon père m'a proposé d'essayer de sortir avec moi, mais je lui ai dit que c'était un souhait de mort. Je leur ai dit que si la neige ne diminuait pas, j'appellerais la police, ce qu'il a accepté à contre-cœur comme une solution décente. Je ne voulais vraiment pas appeler la police et je n'avais pas non plus de AA, donc ce n'était pas une option. Je me suis dit que la tempête finirait par s'apaiser et j'ai décidé que si ce n'était pas le cas, au moment où je serais fatigué, j'appellerais la police. L'idée de passer la nuit dans la voiture me mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas tomber en panne d'essence en essayant de me réchauffer et j'avais peur de tuer la batterie si je laissais les lumières ou le chauffage allumés trop longtemps. J'étais assis là, allumant et éteignant le moteur de temps en temps, essayant de conserver ce que je pouvais. Le vent hurlait dehors. Je commençais à ressentir le poids de l'isolement lorsque j'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu des phares traversant la tempête derrière moi. J'avais littéralement envie de sauter de joie. Un chasse-neige s'est arrêté à côté de moi. J'ai été sauvé. J'ai baissé la fenêtre. Le conducteur s'est penché par la fenêtre. C'était un homme plus âgé, peut-être dans la cinquantaine. Il avait l'air sympa, portant une veste épaisse et un bonnet en tricot noir rabattu sur ses oreilles. Je me souviens avoir pensé que son visage était vraiment ridé, si cela a du sens. Il avait l'air usé, comme s'il avait passé des décennies dans des conditions difficiles. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose, mais il m'a simplement regardé pendant ce qui semblait être un temps inhabituel. Finalement, il a parlé, me demandant si j'allais bien. Il avait une voix vraiment bourrue, définitivement un fumeur, et honnêtement, c'était plutôt rebutant. Je lui ai dit que je ne pensais pas que ma voiture pouvait supporter les conditions, en essayant d'être amical, mais aussi de garder ma voix ferme. Il hocha la tête, disant que je n'irais pas loin dans une tempête comme celle-ci, surtout avec la voiture que j'avais. Il s'arrêta quelques instants, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait dire. J'ai regardé ses yeux scruter ma banquette arrière, comme s'il cherchait quelque chose. J'étais sur le point de répondre quand il m'a proposé de me conduire. J'ai hésité. Je ne le connaissais pas. Et oui, il avait l'air un peu étrange, mais il m'a semblé être un gars authentique. De plus, rester toute la nuit avec ma voiture aurait été stupide. Je lui ai demandé s'il pouvait me conduire là où j'allais et il m'a répondu que ce ne serait pas un problème. Je lui ai alors demandé ce que je devais faire de ma voiture, ce à quoi il a haussé les épaules et m'a répondu « Laisse-la ». Au bout d'un moment, j'ai accepté. J'ai attrapé mon sac et suis monté dans la cabine de la charrue. Au début, la chaleur était réconfortante. J'ai senti la tension dans mes épaules commencer à s'atténuer alors que je m'installais sur le siège. Il m'a demandé où j'allais et je lui ai parlé de la maison de mes parents. Je lui ai donné des directions et il a de nouveau hoché la tête, mais n'a pas dit grand-chose par la suite. Le silence n'était pas gênant, mais au fil des minutes, je commençais à me sentir de plus en plus mal à l'aise. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il ne conduisait pas en direction de la maison de mes parents. Je le savais parce que la navigation pointait littéralement dans la direction opposée. Je veux dire, nous étions sur une autoroute locale et il n'y avait que 2 chemins à parcourir. J'ai fait de mon mieux pour paraître calme et lui ai demandé si nous allions dans le bon sens du ton le plus normal que je pouvais. Je ne pense pas avoir fait du bon travail, car je pouvais sentir son attitude changer légèrement avec ma question. Sans me regarder, il m'a dit que nous faisions un petit détour et que les petites routes seraient meilleures que l'autoroute. Je ne connaissais pas assez bien la région pour argumenter, mais quelque chose dans la façon dont il l'a dit
m'a fait nouer l'estomac. Nous avons roulé un peu plus longtemps et, en fait, il a quitté l'autoroute et a commencé à emprunter des routes secondaires. Au moins, le GPS indiquait que nous allions dans la bonne direction, alors j'ai pensé que j'étais juste paranoïaque. Cependant, quelque chose dans mon instinct me disait toujours qu'il était parti. Alors j'ai commencé à regarder de plus près autour du taxi. Il y avait des drapeaux rouges partout. Des bouteilles d'alcool vides roulaient sur le sol près de ses pieds. Il y avait des cartes déchirées fourrées dans les poches latérales et j'ai aperçu un couteau coincé entre les sièges. J'ai senti mon cœur se mettre à battre. Vous connaissez cette sensation où votre cœur se met à battre comme un fou et vous avez peur que les autres puissent l'entendre? C'est ce qui m'arrivait. À ce moment-là, j'étais également convaincu que nous n'allions pas dans la bonne direction. Le GPS n'arrêtait pas de se recalibrer parce qu'il manquait virage après virage, sans même le regarder. Je paniquais. Alors que nous continuions à rouler, j'ai repéré une maison au loin. C'était le seul que j'avais vu à des kilomètres à la ronde. Je devais agir. C'était comme une bouée de sauvetage. J'ai attendu que nous nous rapprochions. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai attrapé la poignée de la porte. Puis j'ai ouvert la porte aussi fort que possible. L'air froid m'a frappé comme une gifle, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis écrasé contre le sol et j'ai senti ma jambe s'enflammer de douleur. Mais je m'en fichais. Je me suis levé et j'ai commencé à courir vers la maison. L'homme m'a crié quelque chose et j'ai regardé en arrière pour le voir chercher quelque chose dans la boîte à gants, probablement une arme à feu, pour autant que je sache. Je n'ai plus regardé en arrière. J'ai sprinté dans la neige en essayant de ne pas glisser jusqu'à atteindre la maison. J'ai frappé à la porte en criant à l'aide. Un homme et une femme l'ont ouvert et m'ont pratiquement tiré à l'intérieur. Je me suis effondré sur le sol, essayant de reprendre mon souffle. Je leur ai raconté ce qui venait de se passer et ils n'ont pas posé de questions. Ils viennent d'appeler la police. Lorsque les policiers sont arrivés, le chasse-neige avait disparu. Ils ont dit qu'ils garderaient l'œil ouvert et fouilleraient à la zone. Mais dans cette tempête, il était peu probable qu'ils soient retrouvés. Ils m'ont proposé de me conduire jusqu'à la maison de mes parents et m'ont même aidé à appeler quelqu'un pour remorquer ma voiture. J'étais plus que reconnaissant. Mon père était furieux lorsqu'il l'a découvert et depuis, je n'ai plus conduit dans la neige. Je pense toujours à ce qui aurait pu arriver si je n'avais pas sauté de la voiture à ce moment-là. Je n'ai jamais été du genre à faire la fête. Même à l'université, j'en ai eu assez rapidement de toute la culture des sorties et j'ai découvert que j'avais toujours plus de plaisir à faire quelque chose de significatif avec quelques amis proches. Je viens d'une région rurale du nord-ouest de l'Ontario. Cela s'est produit il y a quelques années. Depuis que je suis enfant, mon père et ses copains avaient, pour tradition, le soir du Nouvel An, d'aller à la pêche sur glace pendant que tout le monde célébrait la nouvelle année. Quelle que soit la manière dont ils ont célébré, ma mère n'était pas vraiment présente et nous n'avions pas beaucoup de famille élargie. J'ai donc grandi en passant le réveillon du Nouvel An sur un lac gelé dans un froid glacial, avec mon père, son frère, mon frère et les amis de mon père. Mon père n'est plus là et mon frère a déménagé à Chicago il y a quelques années, mais j'essaye toujours de pêcher sur glace autant que possible, surtout pour célébrer le réveillon du Nouvel An. Je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai juste l'impression que j'ai une sorte d'obligation de perpétuer la tradition. Mes deux meilleurs amis, Nate et Trevor, sont eux-mêmes des gars plutôt robustes. Vous connaissez le type, ces mecs costauds à l'allure de bûcherons qui semblent plus en contact avec la nature sauvage qu'avec la société. Honnêtement, c'est aussi ainsi que je me décris. Quoi qu'il en soit, nous avons essayé tous les trois de maintenir la tradition vivante du mieux que nous pouvions, ce qui était génial, car passer le réveillon du Nouvel An seul serait déprimant comme l'enfer. C'était Nat qui conduisait ce jour-là. Son camion était parfait pour le travail. Gros pneus, 4 roues motrices et suffisamment d'espace à l'arrière pour tout notre équipement. Nous avions emballé tout ce dont nous avions besoin,
des cannes à pêche, des bascules, des appâts, un traîneau pour tout transporter et un petit abri escamotable pour nous protéger du pire du froid. Les prévisions prévoyaient une nuit claire, mais en Ontario, on ne se fie jamais entièrement au bulletin météorologique. Nous étions prêts à tout, du moins nous le pensions. Le lac vers lequel nous nous dirigions n'était pas un endroit très connu, et c'est ce qui nous a plu. Il était niché, entouré d'arbres épais, avec une surface qui restait gelée même pendant les périodes les plus douces de l'hiver. Ce n'était pas un endroit où l'on tombait par hasard, à moins de savoir exactement où chercher. Alors que Nate parcourait les routes enneigées, l'excitation a commencé à monter. Il y a quelque chose dans le calme tranquille de la pêche sur glace. Juste vous, vos amis et la promesse de la prise. C'est définitivement mieux que de boire bière après bière dans un bar au hasard. Alors que nous nous arrêtions pour nous garer près du début du sentier, j'ai remarqué quelqu'un qui se tenait à proximité. Il se trouvait à quelques mètres de là, emmitouflé dans de lourds vêtements d'hiver. Mais quelque chose chez lui n'allait pas. Il ne bougeait pas. Il restait là, à regarder notre camion. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être simplement d'un collègue pêcheur qui nous évaluait, mais ensuite, je l'ai vu jeter un coup d'œil à son téléphone, puis de nouveau à nous, puis à nouveau à son téléphone. Pour une raison quelconque, cela ne semblait pas décontracté. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Ça ne me semblait pas bien. J'ai murmuré à mes amis que ce type me faisait peur. Les deux levèrent les yeux. Trevor haussa les épaules et Nat hocha la tête mais ne dit rien. Nous étions sur le point de commencer à décharger lorsque l'homme s'est précipité vers nous en agitant sauvagement les bras. J'ai baissé la vitre pour entendre ce qu'il disait. Il a commencé à crier que nous devions venir l'aider immédiatement et que son copain venait de tomber dans la glace. Il a pointé son téléphone, disant que l'autre gars avec qui ils étaient venait de le lui dire. Il avait l'air frénétique et son désespoir était définitivement réel. Il n'y a même pas réfléchi à deux fois. Trevor a ouvert sa porte. Puis nous sommes tous sortis, suivant l'homme alors qu'il s'éloignait sur le sentier en direction du lac. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour prendre quoi que ce soit, pas même nos manteaux. L'urgence dans sa voix était suffisante pour ignorer toute hésitation. L'homme sprintait pratiquement et nous devions courir pour suivre. À mesure que nous nous rapprochions du lac, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui n'allait pas. Il ne nous conduisait pas vers les lieux de pêche habituels. Au lieu de cela, nous nous dirigions vers une partie plus éloignée du rivage, loin de l'endroit où la glace était la plus épaisse. J'étais sur le point d'arrêter de suivre, mais c'était trop tard. Ils sont apparus avant que nous puissions faire quoi que ce soit. Deux autres hommes debout près du bord du lac. Ils n'étaient pas habillés pour pêcher et ne bougeaient pas. Ils étaient juste là, attendant. J'ai regardé leurs mains. Ils avaient tous les deux des armes. Mon sang s'est glacé. L'un d'eux nous a crié de nous arrêter là alors que nous approchions. Il a levé son arme et l'a pointée directement sur moi. Honnêtement, je ne peux pas décrire le sentiment que vous ressentez lorsque quelqu'un pointe une arme sur vous. J'espère que personne n'aura à vivre ce que j'ai ressenti ce jour-là. Mon cœur se serra lorsque l'homme que nous suivions se tourna vers nous, un sourire narquois s'affichant sur son visage. Nous avions été piégés. Le deuxième gars a exigé les clés de Nate, ainsi que tout ce que nous avions sur nous. Nous n'avions pas vraiment le choix. Ces gars-là n'avaient pas l'air de déconner. Nate fouilla dans sa poche et jeta les clés du camion à l'homme. Nous avons tous les trois vidé nos poches. J'ai essayé de garder mon téléphone, mais l'un des hommes m'a dit « les téléphones aussi ». Nate a dit que le sien était dans la voiture, ce dont ils ont ri. Je n'ai jamais été aussi furieux de ma vie. Comment avons-nous pu être aussi stupides? J'ai serré les poings, souhaitant que ces gars ne soient pas armés. Je les aurais tous pris. En quelques instants, ils ont tout saisi et nous ont accompagnés sur le chemin sous la menace d'une arme avant qu'un des hommes ne s'enfuit dans la voiture de Nate. Les deux autres ont reculé dans les bois, probablement vers leur propre véhicule. J'ai réfléchi à les suivre,
mais j'ai pensé que cela ne serait pas d'une grande aide. Nous sommes restés là un moment, frissonnants, avant que Nate ne sorte son téléphone. Je savais qu'il avait menti en disant qu'il était dans la voiture. Honnêtement, je ne sais pas ce que nous aurions fait s'il n'avait pas réfléchi rapidement. D'une manière ou d'une autre, nous avions toujours du service. Il a appelé la police, expliquant tout du mieux qu'il pouvait. Le répartiteur nous a dit de rester sur place et nous nous sommes blottis les uns contre les autres pour nous réchauffer en attendant l'arrivée des secours. J'étais toujours aussi incroyablement en colère, mais Nate était le pire. Il n'arrêtait pas de donner des coups de pied aux arbres voisins et de jurer à plein poumon. Trevor et moi ne pouvions rien faire pour le calmer. Tout s'était passé si vite que, honnêtement, j'étais encore en train de tout traiter. Pourquoi diable y aurait-il des gens au milieu de nulle part le soir du Nouvel An? Cela n'avait aucun sens. Je vais sauter tous les détails ennuyeux. Les flics ont dressé un rapport officiel et ont eu la gentillesse de nous reconduire tous à la maison de Trevor, qui était la plus proche. Comme on pouvait s'y attendre, la voiture de Nate n'a jamais été retrouvée, et ces personnes n'ont jamais été arrêtées. Nous trois n'arrivons toujours pas à croire ce qui s'est passé. Trevor pense que nous sommes tombés sur les mauvaises personnes au mauvais moment, qu'ils n'avaient pas l'intention de nous voler, mais que nous étions justement des cibles idéales. Je pense que c'est possible, mais cela semble toujours aussi improbable. Qui tend un piège à des personnes au hasard sur un coup de tête? Mais cela n'aurait pas de sens qu'ils nous attendent dans un endroit aussi isolé. Ils n'avaient aucune garantie que quelqu'un se présenterait. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout cet incident.